Bonjour, bonjour, bienvenue à Médecine à double tranchant. Allô Maude? Allô Alice, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Hey, je suis vraiment heureuse qu'on enregistre officiellement cet épisode 01. Personnellement, j'ai vraiment aimé ma première expérience la semaine passée. Je pense que ça nous a vraiment permis de mettre la table sur c'est quoi les valeurs, c'est quoi le sens, c'est quoi le but de notre podcast. Puis on dirait que toute la semaine, là, je réfléchissais, je me disais, maintenant que ça c'est mis, là, on peut mettre les ustensiles, on peut mettre les assiettes, on peut mettre le sel, le beurre. C'est drôle avec tes métaphores. Oui, mais je trouve que ça représente bien... ça représente bien, en fait, l'évolution de ce projet-là. Donc, j'avais juste vraiment hâte de te reparler dans les micros. Ben moi aussi, Alice, Colin, moi, c'était surtout aussi après avoir recueilli tous les commentaires. C'est sûr qu'après un premier lancement, on est toujours stressé de dire, ben là, est-ce que le monde va aimer ça et tout ça? Puis moi, j'étais vraiment heureuse là, de voir le monde qui nous ont écrit, là, soit en privé, sur Facebook, Instagram. Je trouve que c'était des rétroactions super pertinentes. Vraiment. Puis moi, ça me donne juste envie, personnellement, de donner du contenu qui va plaire aux personnes, puis surtout qui va être utile aussi, là. Ah, vraiment. Donc voilà, fait que, ben bref, moi aussi, je suis contente de parler avec toi aujourd'hui. Donc, pour commencer, en fait, notre épisode, il y a 2 sections. On voulait premièrement commencer avec le parcours en médecine, parce que ça fait partie d'une des rétroactions, comme quoi le monde qui sont pas en médecine, ils aimeraient connaître, en fait, c'est quoi le parcours d'un étudiant en médecine. Puis ensuite, on va se concentrer plus sur la détresse, parce que ça aussi, ça a été une autre question, de dire, mais quand vous parlez de détresse en médecine, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par détresse? Ouais. Fait qu'on s'est dit, mais pourquoi pas la qualifier et la quantifier pour montrer l'ampleur là, de la détresse des étudiants là, au Québec. Donc voilà, ça serait ça le plan de match pour aujourd'hui. Fait que je sais pas si Alice, tu voulais commencer par plus le parcours médical. Ah, ben c'est sûr, je le connais... très, très bien, là, comme le fond de ma poche. Fait que, donc, que dire, je vais y aller quand même assez rondement, là, parce que je pense qu'il y a plusieurs qui nous suivent qui sont généralement en médecine, donc qui connaissent ces informations-là. En gros, en fait, comme vous savez, pour rentrer en médecine, il faut faire le parcours de sciences de la nature au cégep. Il faut avoir une cotère qui est très haute. Moi, dans mes études, je me rappelle que c'était autour des 34,9 qu'il fallait avoir une cotère. Puis, si tu arrives de l'université, donc si tu as fait 2 à 3 ans, je pense, dans un autre programme universitaire... Ouais, ça dépend. Là. Ça dépend de la codienne. Donc, c'est à voir. Mais bref, ça prend des notes élevées. Donc, beaucoup de sacrifices aussi au cégep, beaucoup d'heures passées à la bibliothèque. Ça dépend toujours aussi c'est quoi ta facilité de base pour l'école. Ouais. Mais moi, personnellement, je me rappelle encore des nombreuses heures là, passées dans la bibliothèque. Vraiment. Puis, une fois, dans le fond, là, que tu es sélectionné là, avec tes notes, ben là, on veut voir c'est qui l'humain derrière les notes. Fait que, on est invité aux mini-entrevues multiples là, qui sont appelées les MEM, dans lesquelles il y a plusieurs salles avec plusieurs mises en situation. Puis, on se fait un peu analyser là, dans notre façon d'agir, dans notre personnalité, pour aller rechercher les critères qui sont les plus essentiels là, pour être un bon médecin. Je pense que j'ai failli faire un arrêt cardiaque à cette période-là. J'ai vraiment eu un gros stress, là. Tu sais, imaginez-vous des salles où on entend un gros sifflet, puis là, il faut comme... tu rentres dans une salle, puis... tu sais pas qu'est-ce qui se présente devant toi. Exactement. Ouais. Donc, moi, j'ai, en tout cas, un petit infarctus a failli se présenter. Une fois rentré, après, dans le fond, on fait le préclinique qui constitue à 2 à 3 ans sur les bancs d'école. Ça dépend de l'université, juste pour préciser. Là, c'est pas toutes les universités qui offrent le préclinique en 3 ans. Ça dépend où tu étudies, dans le fond. Exact. Donc, il faut magasiner nos universités, effectivement. Puis, dans le fond, c'est là où tu apprends là, tout du corps humain. Là, moi, je pense que ça a été la période la plus passionnante. Là, tu pars de la cellule, même quasiment aux molécules. Puis après, tu t'en vas plus dans le macro. Là, donc, on finit par voir tous les organes du corps humain en étapes. Puis après, on voit toutes les pathologies, là, donc les maladies associées. Donc, c'est essentiellement ça, le préclinique, c'est combien de crédits? En tout cas, il y a beaucoup de crédits universitaires. Là. Ouais, je pourrais pas te dire. C'est vraiment un marathon parce que dans le fond, c'est des sessions d'été, automne, hiver. Fait que pas vraiment de pause là-dedans. On a la boue dans le toupette, mais en gros, on n'est pas à l'hôpital à ce moment-là. On est vraiment les fesses assises sur un banc d'école à écouter plein de médecins spécialistes, médecins de famille.
Après, quand on a fait ça, on s'en va à l'externat, qui le dit dans le nom, là, externe. Donc, on sort de l'école, puis on rentre dans les hôpitaux vraiment pour aller faire le tour de tous les stages, là, je dirais, généraux. Là. On se promène, on peut aller en gynécologie, pédiatrie, médecine interne, médecine familiale. Psychiatrie. On fait vraiment le tour des spécialités, puis le but... comme certains diront, c'est d'explorer, mais comme d'autres diraient, c'est de performer. Ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend de ta vision, mais on sait très bien qu'à l'externat, c'est une période où il y a de la compétition parce que, dans le fond, tu vas avoir des bonnes évaluations pour pouvoir rentrer dans le programme de résidence que tu veux. Ça dure 2 ans. Puis, c'est 2 ans, je dirais, de travail acharné là, dans lesquels, effectivement, il n'y a pas beaucoup de pauses. Finalement, une fois que tu as passé cette période-là, tu décides d'appliquer dans ta résidence. Donc, ça peut aller de 2 à 6 ans, 2 ans à 6 ans, en fait, selon le programme de résidence que tu choisis. Donc, médecine familiale, 2 ans. C'est quoi qui prend 6 ans? Infectiologie, 6 ans? Ouais. En tout cas, il y a des programmes je veux comme pas trop m'avancer, là, mais ça dépend des programmes. Puis il faut appliquer au CARMS, là, donc c'est vraiment un processus de matching canadien, là, si on peut dire. Fait que tout le monde applique en même temps. Puis voilà, c'est un processus qui est assez stressant parce que je me rappelle encore quand on avait reçu notre réponse, là, on sait que ça sort à midi, puis là, on est sur nos cellulaires avec beaucoup d'angoisse à se dire ça va être quoi le match. Le match, exactement. Puis d'ailleurs, si on aura l'occasion d'en reparler là, dans notre podcast, on voulait à un moment donné dédier un épisode là-dessus. Ouais. Fait que dans le fond, juste vous expliquer finalement le parcours de Maud et moi, très simple, ça a été cégep, Cotter, mini-entrevue multiple, préclinique, externat, début de résidence. Puis, on est ici aujourd'hui. Donc, exactement. Ben, merci Alice pour ce résumé 101 du parcours en médecine. Je pense que ça va aider les gens là, qui n'ont jamais réellement connu c'était quoi le parcours. Je pense que ça représente aussi la difficulté puis l'ampleur. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu m'as pointé. Oui, la difficulté, l'ampleur, la longueur. Je voulais juste rajouter un petit détail. J'ai eu la demande de savoir, ben, vous êtes combien, en fait, dans les cohortes de médecine? Là? Juste pour vous situer, on est environ entre 250 à 300 étudiants par cohorte. Donc, ça se fait vraiment dans des grands amphithéâtres. Là, on n'est pas dans des petits groupes, là, à part dans les hôpitaux qui sont plus éloignés, à part dans les écoles plus éloignées, comme le campus de Rimouski maintenant, le campus de Lévis. Oui, puis je pense aussi qu'ils veulent augmenter là, les cohortes. Là, tu dis 300, mais je pense que récemment, je ne sais plus, ils sont rendus à combien, mais ça va augmenter parce qu'on a besoin de médecins, évidemment. Là. Exact. Donc voilà. Mais merci, Alice, pour ce topo. Donc, si ça te va, on pourrait passer plus sur qualifier et quantifier la détresse. Ouais. On avait sélectionné ensemble 3 sources d'informations. Si tu veux, je pourrais commencer par... la mienne que j'avais lue, en fait, c'était un bulletin publié par la FMRQ durant l'été 2023. Ils ont fait un sondage, en fait, qu'ils ont envoyé à tous les médecins résidents du Québec pour voir là, c'était quoi la prévalence de l'épuisement professionnel chez les médecins. Donc, j'ai sorti les chiffres, je vous dirais, les plus marquants, mais si vous êtes plus curieux de comment a été faite le sondage, je mettrai le lien là, dans notre bio. En tout cas, bref, on trouvera un moyen pour que ce soit accessible, là, pour que vous puissiez l'avoir avec vous. Je vous sors les grands chiffres, puis ensuite, on en parle. Ça te va-tu, Alice? Oui, ça me va typiquement. Je veux juste... typiquement, ça me va parfaitement. Je veux juste expliquer FMRQ, là, pour ceux qui se posent la question, c'est la Fédération des médecins résidents du Québec. Oui. Donc, une fois que tu rentres en résidence, cette fédération-là s'assure, en fait, de protéger tes droits et tout ça. Là, exactement. Voilà. Exactement. Merci de la précision. Donc, voilà. En fait, à ce sondage-là, il y avait eu 933 répondants. Quand même. Puis, ce qui est sorti, là, je vous sors les gros chiffres, mais il y aurait 73,9% qui affirmaient qu'ils se sentaient complètement épuisés à la fin d'une journée de travail et au moins une fois par semaine. Donc, en d'autres mots, mais en d'autres chiffres, c'est 3/4 des résidents qui se sentent complètement épuisés à la fin d'une journée de travail. Puis, eux autres, en fait, dans l'article, ils disent comment ils ont qualifié l'épuisement professionnel. Ils ont décortiqué en 3 grandes catégories. Il y avait, premièrement, l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le cynisme.
puis ensuite l'accomplissement personnel ou le manque d'accomplissement personnel. Donc, la statistique qui est sortie en termes de symptômes d'épuisement professionnel, c'était 73,2% qui présentaient des symptômes de burn-out, si on peut dire ça en anglais. Puis de ça, en fait, les chiffres qui sortaient, c'était 60,8% d'épuisement émotionnel, 46,9% de dépersonnalisation et de cynisme et 26,3% dû à un manque d'accomplissement personnel. Ah, c'est fou, hein? Donc, pour vrai, Alice, quand j'ai lu ça, mais en fait, c'était pas la première fois que je lisais cet article-là, mais on dirait que ça me frappe à chaque fois, puis j'ai toujours une boule dans la gorge qui monte quand je lis ces chiffres-là, parce que je me dis, je peux pas croire que les chiffres soient aussi gros, puis ces étudiants-là, ça soit les futurs soignants. En fait, ce sont les soignants du système de santé actuel. Les résidents, vraiment, ils en ont tellement beaucoup sur les épaules, ils ont beaucoup de responsabilités, puis je me dis, mais ça n'a pas de bon sens que les chiffres soient aussi hauts. Oui. Puis sais-tu quoi, moi, ce qui me fascine, puis je me rappelle, moi, quand j'étais dans une période, justement, plus de burn-out, j'étais allée lire cet article-là. Puis c'est comme si, quand j'ai lu à quel point c'était aussi haut comme statistique, je me disais, ça se peut pas qu'il y ait autant de comment dire, que le chiffre soit si élevé, mais que j'ai l'impression que quand je vais travailler, ça se voit pas, ça. Mm-hmm. Ouais. Le 76%, je le vois pas. C'est 73. Bon, 73, excusez-moi, pardon pour le 3%. Exagère pas, là. Bon, mais honnêtement, quand tu vas travailler, moi, je vois pas 73% de gens en épuisement émotionnel. Fait que je me rends compte, soit les statistiques sont clairement faunées, ou soit qu'il y a un gros masque qui est porté par les membres du personnel, par les étudiants surtout. Puis moi, c'est ça qui fait que je peux pas croire que c'est ce sondage-là, puis on va se le dire, c'est pas un sondage chez l'Archiduchesse, c'est pas un sondage chez 50 résidents, c'est un sondage chez 900 résidents environ, 933. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas sondé non plus tous les résidents de toutes les universités du Québec. C'est ça. Puis si je veux juste t'interrompre là-dessus, Alice, moi, c'est ça qui pique un peu ma curiosité, parce que même chose, là, je me dis, est-ce que c'est fauné comme statistique, ou c'est juste parce que le monde garde un masque? Mais on dirait que je peux pas m'empêcher de me dire, c'est-tu parce que c'est les résidents qui souffraient le plus qui ont décidé de répondre au sondage? Fait que là, on a comme un peu un biais là-dessus. De volontariat, là. Ouais. Exactement, un biais de volontariat. Donc, bref, je pense que c'est à prendre avec quand même une certaine critique, mais ça reste que je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est quand même, comme tu dis, 933 répondants. Puis on n'est pas dans l'ordre du 10%. Là. On est dans l'ordre du 70%. Donc, c'est effectivement alarmant. Puis je trouve que ça se coordonne avec un autre sondage que j'avais vu. Peut-être qu'il y en a qui avaient vu passer un article dans la presse, là, dans le coin de 2022, qui abordait un peu la détresse chez les étudiants en médecine, particulièrement les externes. Donc, je suis retournée chercher ce sondage-là qui a été fait par la FMEQ. Donc, FMEQ, Fédération des médecins étudiants du Québec. Oui, exactement. Donc, voilà. Juste pour vous mettre en contexte, ça, c'était un sondage qui avait été effectué auprès de 764 étudiants. Donc, on a une population moins grande que celle de la FMRQ. Mais quand même, tu sais, c'est... Puis ça avait été fait chez tous les étudiants là, de toutes les universités au Québec. Donc, McGill, UDM, Sherbrooke, puis Laval. Puis pour vrai, Maude, moi, j'avais été frappée personnellement. Puis je me rappelle qu'en 2022, ça avait fait le tour des pages Instagram de réseaux d'aide en médecine. C'était-tu « La médecine est un gouffre » ou c'était un autre article? Ça, je pense que c'est un autre article. OK, bon, en tout cas. Mais non, en fait, il y avait beaucoup de publications sur Instagram où les statistiques qui sortaient, c'était un quart des étudiants à penser au suicide dans leur formation. Puis moi, je me rappelle, je me disais à ce moment-là, un quart. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis effectivement, quand je suis allée lire les statistiques, les voici, là, donc 25,1% des externes rapportent avoir eu des idées suicidaires depuis leur entrée en médecine. C'est énorme. C'est quand même, puis l'épuisement se rapportait chez 62,9% des participants, dû à la charge de travail en médecine. Donc,
je trouve que les statistiques sont un peu dans la même lignée que les tiennes, dans le sens où c'est sûr que là, on va se le dire, tous les épidémiologistes de ce monde... Excuse-moi. À tes souhaits. Tous les épidémiologistes de ce monde vont dire... ah, mais là, ton étude, c'était quoi les biais, c'est quoi la fiabilité, c'est quoi la puissance. Mais là, non, on n'est pas là-dedans, on est plus dans... On regarde un peu l'aspect général dans un sondage. Puis, je suis surprise de lire ça, mais en même temps, je le suis pas parce que moi-même, avoir vécu des épisodes de burn-out en médecine, je peux très bien me l'expliquer par les chiffres que j'ai devant moi. Mm-hmm. Oui, puis moi, je me rappelle quand on était au préclinique, ou même, je pense que c'était le début de l'externat, moi, je lisais ça, là, puis je me disais, hey, ça me concerne pas, là, pour vrai, genre, il exagère. Je me sentais tellement comme détachée, là, je me disais, moi, là, je suis tout puissante, rien va m'arriver. Puis le gros fail par après. Mais ça reste que je me dis, crime, c'est avoir su, tu sais, que ces chiffres-là, mettons que je les avais crus, là, puis je les avais vraiment... J'avais mesuré l'ampleur de ces chiffres-là. Je ne sais pas si j'aurais fait des choix différents, si j'aurais fait. Oui, donc, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une certaine... Quand tu commences, il y a un espèce de syndrome de « je suis toute puissante », de « ah, je m'en vais au vin et fromage, j'ai du fun, je suis avec mes amis ». Puis je trouve qu'il y a un effet vraiment d'entraînement positif. Mais c'est ça. Je me dis, quand tu es vraiment face à la réalité dans les stages, puis ça, on pourra en reparler aussi, mais c'est toute qu'une autre game. Là. Vraiment. Puis même, tu sais, je pense que, puis les chiffres le disent, là, ils disent que les idées suicidaires, c'était environ chez 12,2% des participants du préclinique. Vraiment sur les bancs d'école, excusez. Puis après, c'est 25% après chez les externes. Donc, on voit que la détresse est plus grande chez les externes qu'au préclinique. Puis je trouve que ça fit effectivement avec ce que tu dis, puis avec mon vécu aussi. C'est comme si au préclinique, moi, je me rappelle, j'allais porter mon CV au cochon d'Inde, puis il me disait, t'es en médecine, puis tu veux travailler au cochon d'Inde? Puis je me disais, ben oui, écoute, j'ai du temps. Je me rappelle. Donc, puis je me rappelle que je me faisais poser la question, puis je me disais, ben voyons, pourquoi, tu sais, j'ai du temps, pourquoi le monde, il trouve que les étudiants en médecine, ils les voient déborder. Moi, ça va bien, mon préclinique, mais en fait, c'était que je vivais juste une partie de mon parcours, puis je pense que j'étais loin de me douter de qu'est-ce qui m'attendrait après, là, dans l'externat puis dans la résidence. Donc, effectivement, je pense que toutes les étapes qu'on vous a expliquées au début, hein, c'est des étapes qui sont très charnières dans le processus, puis chaque étape est comportée de défis qui sont différents. Donc, voilà. Puis, si je peux rajouter, on dit pas ça pour faire peur. Moi, je pense que le but ici, c'est de mettre les chiffres pour surtout briser l'espèce de solitude qui est associée à ça. Parce que, comme tu as dit au début, c'est vrai que quand tu vas dans tes stages, ça paraît pas. Tu demandes aux gens... Puis, comment ça va tes stages? Ah, ça va bien. Puis, ils ont le grand sourire. Puis, tu sais pas là, qu'eux autres, ils reviennent le soir, puis ils pleurent chez eux ou ils pleurent dans le bus parce que ça leur tente pas d'aller travailler. Ils sont pas tous de même, là. Mais ça reste qu'il y a une énorme façade. Puis, vraiment. Si notre podcast peut briser cette façade-là, ou du moins l'amoindrir, moi, je pense que ça va être mission accomplie, là. Ouais, puis on dirait que moi, il y a comme quelque chose que je veux dire par rapport à ça. Mon but, en fait, c'est de normaliser la souffrance, mais de ne pas la cautionner. C'est-à-dire, on peut normaliser en disant ce que vous vivez peut-être de difficile dans votre parcours, que ce soit un burn-out, des idées suicidaires, dans le sens où ça peut être normal dans un contexte où c'est extrêmement exigeant, mais c'est pas cautionnable. On peut pas cautionner autant de détresse. Tu peux-tu changer de mot de cautionner? Je comprends pas ton cautionner. Okay, je vais changer de mot. Parce que, comme en fait, je veux normaliser, fait que normaliser la souffrance, mais je veux pas qu'on la justifie en disant, mais c'est normal de vivre la souffrance. Dans ça, c'est normal. Le parcours est tellement tough, donc c'est normal que les étudiants souffrent autant. C'est ça, ça fait partie du parcours, donc on cautionne la souffrance. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça la différence, donc cautionner, normaliser. Donc moi, je pense que normaliser, c'est bien de dire, gars, les chiffres sont là, la détresse est là, on peut la voir, mais par contre, on peut-tu se questionner sur c'est quoi qui cause cette détresse-là? Comment les gens se rendent là? Comment on peut expliquer qu'il y a une grande partie de la population qui ont performé du primaire jusqu'à l'université, qui sont des personnes qui, de base, peut-être qui peuvent être plus vulnérables à l'anxiété de performance, au trait obsessionnel compulsif, mais
malgré tout, ça reste une partie de la population qui est très fonctionnelle, voire même très performante. Puis comment on peut s'expliquer que malgré des caractéristiques individuelles qui sont très axées sur « je peux prendre des responsabilités, je peux en prendre plus », comment ça se fait qu'à un moment donné, ces étudiants-là se brisent? Puis c'est là qu'on va voir que, ben, il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes. C'est pas vrai qu'on peut te dire que c'est la faute du réseau en entier et tout ça. Là. Je pense que ça serait de, justement, tomber dans la victimisation puis dans le persécuteur. Mais il faut se dire les vraies choses, que les chiffres sont réels, il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes, puis il faut vraiment pas les négliger. Puis nous, dans le podcast, c'est ce qu'on va aller démystifier ensemble. Ouais, je suis à 100% d'accord. Puis, excuse-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. Mais il y a aussi, je pense qu'il faut juste pas oublier aussi les médecins qui ont gradué. Puis aussi, tous les autres professionnels de la santé. Là, c'est sûr qu'on vous sort les chiffres des étudiants, des externes, précliniques et résidents. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est ça, le monde qui travaille dans le système de santé en général. Puis moi, je serais surprise qu'on sorte les chiffres là, des infirmières, que ce soit des préposés aux bénéficiaires. Ouais. Bref, tous les soignants. Je pense qu'il y a beaucoup de souffrance dans le système. Puis moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Donc voilà. Puis je ne sais pas, Alice, en fait... moi, j'avais sorti une autre étude. On en avait parlé brièvement lors du dernier podcast. On avait dit qu'on vous parlerait de l'étude du Colorado. C'est une étude qui a été faite en 2022. Ils ont sondé là, plus de 1071 résidentes en médecine. Puis, finalement, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que 76,2% des résidentes ont montré des signes de détresse morale, caractérisés par un sentiment de culpabilité et de honte lorsque leurs actions ou inactions vont à l'encontre de leurs valeurs. Donc, c'est... Pour vrai, Alice, c'est énorme. Puis je me suis sentie quand même interpellée par cette statistique-là. Ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé à certains moments que j'ai eu des conflits moraux. Puis je me suis dit, c'est-tu vraiment un burn-out que je suis en train de faire ou c'est vraiment une détresse morale? Puis je me dis, la ligne est tellement mince, ça n'a pas de bon sens. Vraiment. Puis dans le fond, dans l'article, de ce que je comprends, il corrélait la détresse morale au risque de développer un burn-out, dans le fond. C'est ce que je comprends? Oui, exactement. En fait, il essayait de voir c'était quoi le lien. Puis il disait en fait que la détresse morale, c'est un facteur prédictif significatif du burn-out, en particulier pour la dépersonnalisation, l'épuisement émotionnel, puis le sentiment d'échec professionnel. Donc, ça vient rejoindre les trois composantes du burn-out que je te présentais tantôt. Là. Exact. Ben, écoute, Maude, on dirait que moi, ça me choque d'entendre cette statistique-là parce que ça me reconfronte à, effectivement, mes conflits de valeurs que j'ai eus durant mon parcours. Puis, je suis d'accord avec toi, je me posais aussi la même question de dire, hey, quand tu as un conflit de valeurs, tu peux vivre du dégoût, de la tristesse, de la honte, de la colère. Toutes des émotions qui, on s'entend, sont très désagréables à vivre. Puis, quand tu vis ça à plusieurs reprises au long cours pendant 5 ans, ben, peut-être plus 3 ans, c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux remettre un peu le sens de ton quotidien en question. Puis c'est là que tu te dis, ben, je suis en train de vivre un burn-out, je suis en train de vivre une perte de sens. C'est ça qui est difficile à dire. Puis je pense que nos prochains épisodes vont nous permettre vraiment de plus catégoriser cette souffrance-là, puis de la caractériser encore plus maintenant que là, on a vraiment les chiffres sur papier. Je pense que là, on comprend que la détresse est réelle. Je pense que ça sert à rien, tout le monde, de se mettre la tête dans le sable puis dire que la détresse n'existe pas chez les étudiants en médecine. Je pense qu'on a assez de preuves, autant statistiques que par notre vécu de Maude et moi, comme quoi la souffrance existe. Puis je pense que si vous avez quelque chose à retenir de ce podcast-là, c'est de ne pas vous sentir seul. Les chiffres parlent, nous, on ose parler. Puis c'est essentiel de regarder ces chiffres-là en pleine face, puis de se dire, faut agir en amont. Puis il faut s'expliquer ces chiffres-là. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des choses qu'on peut dire tout haut? Y a-t-il des choses que nous-mêmes, on peut travailler? Y a-t-il des choses que le système de santé peut travailler? Ouais. Je pense que c'est essentiel là, pour essayer de prendre soin de nos soignants, en fait. Je suis 100% d'accord. Puis on va analyser tout ça dans le podcast aussi, c'est de voir jusqu'à quel point c'est des composantes internes aux étudiants, puis jusqu'à quel point c'est des composantes aussi qui appartiennent au système. Puis comme tu as dit, ben, comment on peut essayer de faire mieux, puis essayer de rallier les deux aussi ensemble. Donc
Donc voilà, je vois le temps file, Alice, là, fait que je pense qu'il faudra mettre fin à notre épisode. On s'était dit on se limite parce que sinon on parlerait pendant des heures. Oui. Mais voilà, ben je vous remercie en fait beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis ben j'espère que les chiffres, j'espère que ça vous a pas inquiété, mais plutôt rassuré de sentir que si vous souffrez, ben vous n'êtes pas seul. Puis je pense qu'il y a des solutions en tant qu'individu puis en tant que système. Donc, j'ose espérer que les chiffres parlent puis qu'ils vous ont touché à un certain point, tout comme ça nous a touchés aussi dans notre parcours. Ouais. Puis, ben, j'espère que vous allez être des nôtres pour notre prochain épisode. Vraiment, moi, je le souhaite aussi que vous soyez là en grand nombre. Puis, je voulais juste terminer en vous disant de ne pas hésiter de nous écrire à notre adresse courriel med@hotmail.outlook. Il n'y a plus d'hotmail. Allez voir dans notre linktree. Outlook.com. Mais je suis pas mal sûre de mon coup. Donc, écrivez à cette adresse. On veut avoir vos commentaires, on veut avoir vos opinions. Ça serait le fun aussi d'avoir quelques témoignages. Des fois, c'est le fun à lire. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On est tout oui. Puis si jamais vous voulez parler encore une fois, on est très ouverte. Là. Notre but, c'est que vous vous sentiez accueillis là, dans ce podcast-là, dans cette communauté-là. Donc, n'hésitez surtout pas. Oui, donc, ben merci à tous, puis ben Alice, bonne soirée à toi. Ben toi aussi. Salut. Bye.